Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. La Belle Époque est connue pour son exposition universelle, pour son insouciance d'avant la Grande Guerre, pour son dynamisme artistique, comme pour ses progrès techniques. Mais elle possède aussi une face sombre, car la période comprise entre 1880 et 1910 a été entachée par de nombreuses flambées de violence. Alors que celles-ci soient justifiées par des opinions politiques, on pense aux attentats anarchistes, par des mobiles purement criminels, on pense aux fameux Apaches qui sont popularisés par le cinéma et les séries télé, ou par un subtil mélange des deux, comme dans le cas de la bande à Bono. Dans ce contexte, le Nord a le triste privilège d'avoir donné naissance à l'une des plus féroces aventures criminelles de son temps, celle de la bande Paulet. Nous allons revenir sur l'histoire de cette bande avec Fabrice Mauclair, docteur en histoire et spécialiste d'histoire judiciaire, qui va nous permettre d'y voir plus clair dans cette affaire qui a défrayé la chronique. Bonjour Fabrice Mauclair. Bonjour Éric Labaille. Nous sommes donc dans la région d'Hazebrouck, dans le Nord, et l'histoire tourne autour d'un certain Abel Paulet. Alors qui est cet Abel Paulet et quelles sont ses principales caractéristiques à ce jeune homme ? Donc effectivement, ce chef de la bande et cet Abel Paulet, malheureusement, il n'a pas un bon pédigré. Depuis qu'il est jeune, il s'est habitué à voler, à mentir. Il a déjà été placé en maison de correction sans effet. Et donc voilà, c'est un individu peu recommandable qui alors fait des petites rapines, des petits vols, en particulier de la nourriture. Mais il est connu malheureusement dans son secteur pour être un voleur invétéré et malheureusement rien ne peut l'arrêter. Alors, signe des temps, il vole de l'argent, mais il vole aussi de la nourriture. C'est ça. Il pille les saloirs. Tout à fait. Il connaît les bonnes réserves des habitants du cru et il se sert. Alors, sûrement qu'il a une vie difficile et que du coup, il essaye de trouver des solutions pour combler ses difficultés. Et en 1901, il commet le cambriolage de trop et il est arrêté. Donc là, on pourrait se dire, il va aller en prison et c'est une prison rédemptrice. Eh bien, il semblerait que non, puisque c'est plutôt en prison qu'il va s'endurcir et qu'il va finalement en sortir avec cette idée d'aller beaucoup plus loin et de devenir véritablement le bandit qu'il sera. Et un bandit d'autant plus dangereux qu'il va se constituer une véritable troupe. On ne connaît pas trop le chiffre exact, mais au moins une trentaine d'individus qui vont s'agglutiner autour de lui et ils vont constituer donc ce qu'on va appeler la bande Paulet ou la bande Apollet, ce qu'on appellera également les bandits d'Hazebrouck. Voilà donc cette petite bande, alors avec des éléments qui sont plus ou moins fluctuants en fonction des affaires, en fonction des crimes commis. C'est pas toujours les mêmes, mais il y a, je dirais, on verra au moment du verdict, il y a vraiment, il y a 4 têtes importantes, Abel Paulet, mais également son frère, qui devient aussi un élément important de cette bande qui va véritablement terroriser les campagnes du Nord-Pas-de-Calais et même de la Belgique, puisque la troupe, la bande va sévir aussi au sud de la Belgique et on le verra malheureusement fera des victimes. Parmi les deux autres noms, je peux me permettre de les citer tout de suite. Oui. On a un Belge naturalisé français qui s'appelle Canuve-Roman et un certain Théophile Dereau qui seront donc avec les deux frères Paulet, les 4 têtes principaux pensantes. inculpés. Oui, et puis finalement les personnes relativement stables dans les affaires de la bande, puisque les autres personnes, vous l'avez dit, sont fluctuantes. Ils viennent, ils repartent, ils ne sont pas des permanents du crime. Même si certains commettent des crimes graves et ont du sang sur les mains, mais ils vont pas être aussi sévèrement punis que ces 4-là. Je précise que le dernier cité, son nom c'était Charlot, ça c'est très courant dans les bandes d'autrefois, les sobriquets, les pseudonymes. Et donc voilà, donc c'est vraiment ces 4-là. Mais encore une fois, le meneur, le mauvais esprit du groupe, c'est le premier, c'est Abel Paulet qui va véritablement gangréner, entraîner son frère et toute une bande. Alors peut-être pour lui trouver
des circonstances atténuantes, même s'il n'en a pas besoin. Il semblerait que tout ça, en tout cas le mobile de tout ça, c'est pour une femme. Voilà, bien sûr, il est marié, mais il a aussi une concubine illégale et qui lui demande beaucoup. Et donc peut-être que ça pourrait expliquer son dérapage et puis effectivement ces mauvaises fréquentations qu'il a pu avoir en prison. Non, malheureusement, la prison de l'époque n'est pas rédemptrice. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça soit tellement mieux d'ailleurs. Il sort de prison en 1904 et il se met tout de suite au travail pour organiser sa bande et commencer, dès le mois de février 1905, une série de cambriolages. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne chôme pas, puisque entre le mois de février 1905 et le mois d'août, il compte 41 cambriolages. Donc là, c'est véritablement l'engrenage. Et ce qui est important à signaler aussi, et je vais placer un mot qui est important pour peut-être caractériser cette bande, on l'a parfois qualifiée de bande de chauffeurs. Donc ça, c'est un vieux terme qui remonte à l'Ancien Régime. Donc les chauffeurs, donc ceux qui chauffaient les pieds de leurs victimes en les approchant de la cheminée, du feu de la cheminée, pour les faire parler et pour pouvoir obtenir des informations sur là où était caché le magot. Voilà. Et donc ça, c'est malheureusement une vieille tradition de la fin de l'Ancien Régime. Il y avait déjà, avant la Révolution, une bande célèbre du côté de la Beauce, du côté d'Orgères, la bande d'Orgères. Il va y avoir une recrudescence pendant la Révolution, notamment pendant le Directoire. Le Directoire, une période un petit peu difficile où les forces de l'ordre ont un petit peu perdu pied dans le territoire. Donc plusieurs bandes de chauffeurs. Ça continue tout au long du 19e siècle. Et dans ces années 1900, il va y avoir plusieurs bandes de chauffeurs. Donc celles-ci, alors pas que ça, ils ne font pas que chauffer les pieds de leurs victimes, ils font bien pire. Et à la même époque, et d'ailleurs cette deuxième bande dont je parle sera condamnée quelques temps plus tard, c'est la bande dite des chauffeurs de la Drôme, donc là pour le coup, les chauffeurs véritablement, et qui opèrent exactement de la même manière. Et ce qui est terrible, c'est que ces bandes, elles choisissent très bien leurs victimes, souvent des gens âgés, des gens isolés. Donc c'est pour ça que dans les campagnes, à cette époque, on va vraiment avoir très très peur le soir. On va se méfier de tout parce qu'on sait que cette bande, elle peut surgir à tout moment. Donc voilà, c'est vraiment des petites frappes, quoi. On s'en prend à des gens malades, vieillis, sourds, parfois paralysés. Et il y a, je dirais, dans ce tableau, peut-être une seule exception malheureuse où ils s'en sont pris à des notables, mais globalement, c'est des paysans, c'est des gens simples qui n'ont pas des grosses fortunes. Et ce qui est terrible, c'est que les cambriolages, les vols sont faits parfois pour de toutes petites sommes, quoi. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Fort heureusement, les premiers cambriolages de l'année 1905 se font sans violence, mais le ton commence à monter, l'ambiance change à partir du mois de juillet, lorsque à Calonne-sur-la-Lys, un vieillard se fait étrangler et assommé d'ailleurs par la bande qui cherchait ses économies. Bon, il s'en sort, et le mois suivant, pareil, une autre victime est molestée, cette fois-ci à Merville. Et le 10 août, c'est le drame. Le 10 août, on change complètement de registre puisqu'on n'est plus vraiment dans du cambriolage, on passe carrément dans de l'action criminelle, et ça se passe à Aloncon. Donc là, on est vraiment dans le crime crapuleux. Donc, j'irai la même procédure. On arrive effectivement à l'improviste, on entre dans la maison, on surprend les habitants dans leurs occupations. Et très rapidement, les bandits, les voleurs font comprendre qu'ils veulent l'argent, ils veulent les pièces, ils veulent tout ce qui a un peu de valeur. Sauf que là, effectivement, ça va déraper. Et d'ailleurs, Paulet l'expliquera un petit peu plus tard. Il dira dans un courrier qu'il va envoyer à la presse, quand il sera arrêté et qu'il essaiera de défendre sa cause, que d'une certaine manière, c'était inéluctable. Parce que quand vous volez, vous avez besoin de faire disparaître les preuves, et la principale preuve, c'est les témoins. Et donc, d'une certaine manière, il considérait que tuer les principales victimes, en tout cas ceux qui auraient pu témoigner, c'était presque inévitable. Alors, c'est jamais vraiment volontaire, mais on secoue, entre guillemets, tellement, on frappe tellement les victimes que parfois, et c'est ce qui va se passer effectivement donc ce jour-là, c'est la première victime de la bande, donc un vieux monsieur, qui va pas malheureusement survivre aux blessures, aux tortures et aux coups qu'il a reçus. Donc c'est la première victime. Il y en aura 5 en tout, 4 ou 5 parce qu'une va mourir un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est la première victime. Et là, du coup, on passe du vol au crime crapuleux, au crime proprement dit, donc à l'assassinat, au meurtre.
En plus, le meurtre de Locon est particulièrement sordide puisque la victime est un octogénaire, il est asthmatique, il est sourd, il a été étouffé, jeté au sol, étouffé, le tout devant sa veuve, hein, qui elle-même est bâillonnée, est rouée de coups, et lorsque elle se rend compte, après le cambriolage, de l'étendue des dégâts et de la mort de son mari, ben, elle en devient folle. Voilà, Elle autre sombre dans la victime, démence, oui, autre victime en c'est une quelque forme sorte. de victime. Ouais. Nous sommes désormais passés en 1906 et le 2 janvier, à 7 heures du matin, les gangsters font irruption chez les Louzy, à Krombeek, en Belgique cette fois-ci. Là encore, ce sont des personnes âgées, ce sont des septuagénaires, ils sont attablés pour le petit déjeuner et Même Paulet chose. entre dans la maison et il réclame. Voilà, le même procédé. Voilà, on veut l'argent, donc très très vite, on fait comprendre effectivement aux malheureuses victimes qu'on en veut à leur argent. Bon, bah, très souvent, ces personnes, bien sûr, ne le donnent pas cet argent, et donc face à la résistance des victimes, eh bien, ils en viennent à frapper, et là aussi, donc frapper tellement que l'épouse, hein, je crois, va mourir 8 jours plus tard. Donc, elle va pas mourir sur le coup, mais les coups vont être tellement durs que malheureusement, elle succombera à ses blessures quelques temps plus tard. Donc, c'est la deuxième victime entre guillemets de cette bande, et donc toujours le même procédé. Donc, il y a rien de noble là-dedans, hein. C'est pas des voleurs de grand chemin. D'ailleurs, pendant son procès, à un moment, Abel Paulet voudra se faire passer pour une sorte de mandrin, de cartouche. Donc, vous voyez, c'est ces grands voleurs nobles d'autrefois, mais absolument pas, ou de Robin des Bois. Il n'a rien de tout ça. C'est lamentable. Enfin, c'est effectivement la pire des choses qu'on puisse faire, s'en prendre à des gens faibles, qui n'ont pas les moyens de se défendre, et en étant quasiment sûr à chaque fois de rapporter un peu d'argent ou un peu de richesse de ces vols. Ce qui est frappant, c'est le déferlement de violence. C'est un déchaînement. Vous parliez tout à l'heure là, de Madame Louzy qui va mourir quelque temps plus tard des coups reçus, bien qu'elle ait montré ses pauvres économies à ses voleurs. Bon, elle sera achevée. Mais le père Louzy, lui, c'est épouvantable. Il est battu avec des bâtons, avec des tisonniers. Il a des fractures ouvertes, plusieurs, hein, au bras, au crâne, et il est complètement défiguré. Et d'ailleurs, l'intervention du père Louzy lors du procès sera décisive. Quand on verra ce Tout à fait. visage défait, détruit par ces bandits, ça va faire impression lors du Ça va procès. beaucoup impressionner les jurés, et à juste titre, hein, puisque l'homme vient au tribunal, effectivement, peu de temps après ses blessures, et on prend conscience véritablement de l'horreur de ces soirées. Et ça, c'est typique des chauffeurs, hein. Quand ils arrivaient quelque part, malheureusement, ils lâchaient pas leur bras tout de suite comme ça, et ils allaient parfois jusqu'au pire des crimes pour pouvoir obtenir le peu de choses qu'il y avait dans les maisons. Et là, oui, à chaque fois, c'est des pauvres gens. Et donc, peut-être pour anticiper la troisième affaire, là, par contre, ils vont s'en prendre à des notables, hein. Donc, un petit peu plus tard, donc toujours dans cette année 1906, donc cette fois, ils s'en prennent à une famille entière. On est du côté de Violaine, et donc dans ce village, là par contre, ils n'y vont pas inciter, et là aussi de manière abominable, à massacrer les 3 membres de la famille, hein. Donc le père, la mère et la fille. Et là donc, là pour le coup, c'est le comble de l'horreur, hein. Je pense que la bande n'a jamais été aussi loin dans l'horreur jusque-là, et ça c'est vraiment à partir de là, je pense que toutes les polices étaient sur les dents. Il fallait absolument arrêter cette bande abominable qui sévissait dans la région. On ose à peine imaginer le spectacle qui s'est offert aux gens qui ont découvert la scène de crime, puisque le triple meurtre a été réalisé avec un couvercle de poils. Oui. Donc c'est quasiment de la décapitation, c'est de la barbarie pure. Même donc la veuve, Madame Lecoq, hein, qui est une octogénaire encore, a été achevée avec un coup de tisonnier. On imagine du sang partout, on imagine des corps en très très mauvais état. Là, ça va choquer à la fois les enquêteurs et l'opinion publique. Tout à fait. Alors, par contre, peut-être pour la défense, c'est ce qu'un avocat aurait pu dire, et peut-être qu'un avocat a sorti cet élément-là. Ça veut dire aussi qu'une certaine manière, ils prenaient ce qu'ils avaient sous la main, hein. Ils n'arrivaient pas forcément avec des armes, avec des revolvers, avec des couteaux. Ils prenaient, et ça veut dire aussi peut-être qu'il y avait une sorte d'emballement face à la résistance des victimes. Voilà, malheureusement, cette violence était déchaînée et incontrôlée, et encore une fois, on prenait tout ce qui traînait, et n'importe quel objet devenait une arme redoutable.
Et cette bande n'est pas arrêtée tout de suite, puisque nous sommes le 20 janvier et qu'elle continue ses méfaits et jusqu'au 17 avril, où à la Croix de Popringue, les frères Paulet avec Dereau visitent une maison dans laquelle le mari est seul, puisque la femme est partie à la messe, hein, c'est les époux Vercruyn, et ils étranglent le mari, là encore en lui réclamant ses économies, ne se contentent pas de l'étrangler avec la corde, mais lui tirent une balle de revolver dans la joue, ce qui va lui arracher une partie de la langue, et vont le laisser, après l'avoir battu, vont le laisser dans un champ baignant dans son sang. Bon, il va s'en sortir, mais on imagine dans quel état. Et on voit bien l'engrenage, puisqu'effectivement, là, le revolver a été utilisé. Je crois que c'est la première fois, et heureusement la dernière, qu'une arme, véritablement une arme, a été utilisée. Jusque-là, voilà, on était peut-être plus dans la... Et on voit bien on est dans un engrenage infernal et qui ne pouvait s'arrêter, heureusement, que par l'arrestation et la condamnation de cette bande, en tout cas des principaux meneurs. Alors, arrestation qui intervient le 30 avril sur dénonciation. Hein, c'est son beau-frère, le beau-frère d'Abel Paulet, qui va le dénoncer. Ça s'est fait de manière assez fortuite, et heureusement, parce que ça aurait pu durer encore quelques temps, quelques mois. C'est effectivement le beau-frère qui va dénoncer Abel Paulet. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tous les éléments vont se mettre en place et petit à petit, une trentaine, je crois, d'individus vont finalement être arrêtés et envoyés devant la justice. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Le procès s'ouvre à Saint-Omer au mois de juin 1908. Le procès défraye la chronique à la fois dans le Nord, mais également dans la France entière, étant donné la sauvagerie des meurtres, étant donné l'ampleur du procès, parce qu'on a quand même une soixantaine de prévenus. Alors, tous ne font pas partie de la bande Paulet. On a également des gens qui, à un moment ou à un autre, ont été complices à leur corps défendant. Mais par exemple, l'épouse, on va lui reprocher de ne pas avoir dénoncé les crimes de son mari, hein, donc elle va être dans le lot. Oui, tout à fait. Ouais. Et surtout, la personnalité d'Abel Paulet. Pendant le procès, il reconnaît 700 vols. Ça fait un beau palmarès quand même. Tout à fait, depuis sa jeunesse, effectivement, et tous les crimes qu'il avait peut-être commis, tous les vols qu'il avait commis et pour lesquels il n'avait pas été condamné. Oui. Donc le procès se passe malgré la volonté de Paulet de se faire passer pour le cartouche du Nord, hein, le bandit au grand cœur. Le verdict est sans surprise. La condamnation, les condamnations sont très variables. On a quelques acquittés. Vous avez des peines de prison et 4 condamnations à mort, qui sont les 4 personnes que nous avons citées au début de cet entretien. L'exécution a lieu le 11 janvier 1909 et c'est un bourreau célèbre qui va procéder à la décapitation. Donc effectivement, c'est Anatole Desblair, donc le fils de Louis Desblair, qui était le bourreau national précédent. Alors, je fais peut-être un petit retour en arrière, quand même, il faut savoir, et c'est très important dans l'histoire de la peine de mort en France, que depuis au moins 3-4 ans, la France n'avait plus connu aucune exécution. La guillotine avait été rangée au placard, entre guillemets, et le bourreau, donc Anatole Desblair, s'était retrouvé en quelque sorte au chômage technique, à tel point qu'il était devenu représentant en vin de Champagne. Voilà, il avait dû trouver un nouveau métier parce qu'on ne guillotinait plus en France à l'époque, et tout simplement parce que les présidents de l'époque, en l'occurrence Fallières, était un président de la République abolitionniste, donc systématiquement il graciait les condamnés à mort. Et pourtant, parfois des cas très graves. Il y a un cas notamment qui a scandalisé l'opinion, un certain Soleillant qui avait massacré une petite fille. Le crime était vraiment atroce et pourtant il a été gracié. Et là, je pense que Fallières a compris que face à cette bande, il ne pouvait pas gracier une fois de plus parce que sinon l'opinion risquait de se retourner contre lui. Et du coup, peut-être à leur grand étonnement, les 4 individus condamnés à mort espéraient sûrement pas en arriver là, contents comme dans les années passées, encore une fois depuis 3-4 ans, être graciés comme tous les condamnés à mort précédents. Donc malheureusement pour eux, la grâce ne viendra pas. Le président de la République tient bon, encore une fois face à l'opinion, et donc effectivement les 4 individus vont être exécutés comme prévu par Anatole Desblair. Donc à Béthune, une exécution quand même assez exceptionnelle, parce que 4 personnes d'un coup exécutées, c'est assez rare. Abel Paulet,
fidèle à lui-même, va avoir une attitude bravache au moment d'être conduit à la guillotine. Alors je cite, il veut se donner un vernis, peut-être un petit peu après avoir été voulu incarner le cartouche du Nord, un côté presque politique à son geste. Donc il crie « tas de fainéants, à bas les calotins », donc un anticléricalisme viscéral. Le problème, c'est que ses dernières paroles sont beaucoup plus prosaïques, puisqu'au moment d'être décapité, il crie « merde, merde et encore merde », ce qui est beaucoup moins élevé que l'anticléricalisme précédemment évoqué. Et un peu plus tôt, dans les différentes vociférations, il a aussi dit « vive la sociale ». Donc voilà, donc une sorte de Robin des Bois des temps modernes, ce qu'il n'était absolument pas. Et donc, comme toutes les exécutions, bien sûr, tout ça se passe en public. Il faut savoir que la fin des exécutions publiques en France, c'est 1939 pour la France métropolitaine et 1940 pour les Outre-mer, comme on dit aujourd'hui. Et donc, tout ça se passe en public. Alors, depuis 1870, il n'y a plus d'échafaud, donc ça se passe au niveau du sol. Donc, la foule, très nombreuse. On pense qu'il y avait jusqu'à 10 à 12 000 personnes, donc c'est colossal. Encore une fois, ça faisait plus de 3 ans qu'on n'avait pas exécuté en France, que la guillotine n'avait pas servi. Et ça remontait encore plus loin, je crois que c'était 1870 à peu près, qu'on n'avait pas exécuté 4 hommes en même temps, 4 individus en même temps. Donc c'est un double événement avec beaucoup de guillemets. Et donc la foule est très, très nombreuse. Elle ne verra pas grand-chose qu'encore une fois, comme précédemment. Donc plus d'échafaud, un cordon de policiers, de militaires. Et donc l'exécution va se dérouler. Alors, précision aussi, ça se passe au petit matin, et c'est une autre évolution. Il faut savoir que plus la peine de mort avance dans le temps, et plus elle devient en quelque sorte, elle devient honteuse. Donc ça veut dire que voilà, on fait en sorte que désormais le spectacle soit réduit au minimum, et donc plus d'échafaud, et désormais les exécutions se font vraiment au petit matin, le plus tôt possible, pour qu'il y ait a priori le moins de gens, le moins de spectateurs possible. Alors ça ne marche pas ici, puisque effectivement il y a énormément de personnes qui sont là, et donc on est aux alentours de 7h du matin pour le premier exécuté, et a priori à 7h30, voilà, 7h30 c'est fini, donc 7h pour le début du spectacle, et voilà pour l'exécution 7h20, 7h30, donc en 8 minutes à peine, on dit les journaux, les 4 individus avaient été condamnés, et sûrement parce que c'était le meneur, c'est Abel Paulet qui va être guillotiné en dernier. Une exécution exceptionnelle pour des criminels, quand même exceptionnels, même pour leur époque. Je vous remercie beaucoup, Fabrice Mauclerc, pour ce retour sur cette histoire saisissante d'une débauche de crimes et de violences qu'a connue la région du Nord. Vous retrouverez cet épisode ainsi que beaucoup d'autres dates dans notre livre sur les grandes dates du Nord et du Pas-de-Calais, paru aux éditions Ici en Région, et qui sera disponible dans toutes les maisons de la presse et dans toutes les bonnes librairies. Encore merci Fabrice Mauclerc, et à très bientôt. À bientôt. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.